Cette période de pandémie nous a mis au défi d'utiliser davantage le numérique. Et je pense que ça a été un défi particulier pour les enseignants en éducation physique. Enseigner l'éducation physique à distance aura certainement forcé un usage accru du numérique, mais dans l'empressement, peut-être pas toujours de manière structurée, réfléchie comme on l'aurait souhaité. On peut donc, certains d'entre vous se questionnent peut-être, ou en tout cas, moi je me questionne un peu, comment on peut faire peut-être pour mieux travailler à intégrer ce numérique pour l'enseignement et favoriser l'apprentissage moteur des élèves. Donc, je pense qu'on a trouvé une personne clé, une personne experte pour venir nous éclairer sur cette question. Donc, nous avons l'honneur et l'immense plaisir d'accueillir M. Lionel Roche, qui est enseignant-chercheur en sciences de l'éducation et technopédagogie de l'Institut des sciences de l'éducation de l'Université Mohamed VI Polytechnique du Maroc. Il a également été professeur d'éducation physique à l'unité de formation et recherche en sciences et techniques des activités physiques et sportives de l'Université Clermont-Auvergne. Ses travaux portent notamment sur la conception et l'usage de dispositifs de vidéo de formation centrés sur l'analyse de pratiques professionnelles, sur les usages du numérique en situation d'enseignement en classe et sur l'usage et l'intégration de la vidéo 360 degrés et des technologies immersives dans des dispositifs hybrides de formation. Il y a de plus conçu de nombreuses plateformes de formation en ligne et en libre accès avec le soutien de l'Université numérique en santé et sport en France. Avant de céder la parole à notre conférencier, j'aimerais d'abord inviter les personnes présentes dans la salle à faire le moins de bruit possible avec vos chaises, avec vos accessoires, parce qu'il y a des micros dans la salle et qui sont relativement sensibles. Et donc, les gens à distance entendraient davantage ces bruits-là que notre conférencier. Alors, merci d'être prudent à ce niveau-là. Sans plus tarder, M. Roche, je vous cède la parole. Bonjour, merci. Tout d'abord, je tenais à remercier l'Université de Cherbourg pour l'accueil et puis aussi François André qui a organisé un bon séjour ici sur différentes activités scientifiques. Donc, merci pour l'accueil. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter un certain nombre de choses, alors, de réflexion, mais aussi de résultats issus de recherche relatifs à l'intégration des outils numériques dans l'enseignement de l'éducation physique, et aussi d'apporter un certain point de vigilance, parce qu'il y a beaucoup de choses qui fleurissent sur les usages du numérique, mais qui ne sont pas toujours nécessairement appuyées sur des démarches scientifiques, qui reposent des fois sur plus des logiques marchandes que des démarches scientifiques ou éducatives. Donc, c'est d'essayer de mettre la focale sur certains points, d'essayer de susciter des réflexions. Je ne dirais pas que j'amène des réponses, mais je vais poser des questions. Donc, tout d'abord, le contexte, on connaît tous, mais finalement, on a l'impression qu'il y a un raz-de-marée numérique. On parle de plein de choses sur le numérique. Raz-de-marée, tsunami, le pervasion numérique. Alors, je ne connaissais pas non plus le mot, mais pervasion, en gros, ça vient du latin pervere, c'est en gros, c'est quelque chose qui envahit tout. Donc, de pervasion numérique, de révolution numérique, de disruption numérique. Donc, finalement, on a l'impression que tout est numérique et qu'on ne peut plus y échapper. Et puis finalement, dans notre quotidien, on se rend compte qu'on a plein de choses qui font qu'on est tout le temps confronté au numérique. Le contexte pandémique n'a pas non plus facilité les choses et a peut-être accéléré certaines choses, ou au contraire amené le fait qu'on s'écarte de certaines choses. Et finalement, il y a certains auteurs qui ont pu souligner qu'il n'y avait pas nécessairement une littérature très forte relative à l'usage du numérique en éducation physique et aux impacts de l'usage du numérique en éducation physique et relativement aux apprentissages. Et donc finalement, est-ce que, la première question que je me pose, est-ce que finalement l'éducation physique est le bon endroit pour placer les élèves devant des écrans, des smartphones, des tablettes, alors que finalement on vise plutôt le développement de capacités physiques, l'éducation à la santé, le développement d'habiletés motrices? Est-ce que finalement, il n'y a pas une perte, entre guillemets, d'une certaine littératie physique? Donc ça peut être souligné par un AC, par exemple, mais voilà. Est-ce que finalement, le fait de mettre tout le temps plus devant des écrans, ça ne limite pas les apprentissages? Il y a déjà un certain nombre d'années, il y avait eu des études qui avaient montré que le temps d'activité physique dans la leçon d'éducation physique était relativement restreint.
et que du coup, maintenant, en plus, on rajoute des tablettes, des outils numériques, donc du coup, est-ce que l'impact n'est pas encore plus négatif? Et donc, c'est un peu provocateur, mais est-ce qu'on n'est pas en train de former des débiles moteurs? Alors, je t'explique le terme pour que ce soit pas mal pris, mais débile moteur, c'est au sens, c'est issu du contexte francophone, c'est-à-dire qu'il y a quelques Français, pardon, il y a quelques années, dans les années 60, Jean Le Bouche, qui promouvait l'éducation à la santé, avait interrogé sur le fait que est-ce que l'introduction du sport n'était pas nuisible à l'éducation à la santé, et finalement, est-ce que, questionner, est-ce qu'on ne manque pas notre mission en formant des débiles moteurs très splendissants de santé? Donc du coup, est-ce que finalement, on ne se retrouve pas un peu dans la même problématique, c'est que l'introduction du numérique ne limite pas les apprentissages, ne limite pas le développement physique, physiologique des élèves. Alors, autre élément, c'est que finalement, quand on parle du numérique, on parle de quoi? Parce que le numérique, c'est tout, mais en fait, c'est quoi concrètement? Et donc, quand on parle de numérique, on a data, digital, outils numériques, on a plein de choses qui vont venir. Déjà, peut-être qu'en éducation physique, numérique, si on veut faire simple, ça renvoie au nombre. Et donc, les nombres, finalement, on en a toujours fait référence en éducation physique, à partir du moment où on chronomètre et on mesure. Donc, déjà, est-ce que le numérique, dans ce sens-là, n'a pas toujours été présent? Mais ça dépend de quelle définition on a. Est-ce que finalement, le numérique, c'est qu'un outil, ou par exemple, c'est Bleuly qui envisage le numérique comme un écosystème dynamique ancré dans l'apprentissage? Donc, c'est peut-être des outils qui ne peuvent pas être envisagés en dehors des usages et des interactions dans des contextes particuliers et situés. Et finalement, je me suis permis d'avancer une définition, c'est la définition que j'ai retenue dans mon ouvrage, mais finalement, pour moi, je pense qu'on peut envisager 4 aspects qui peuvent permettre de définir le numérique. C'est 1, des outils, 2, des données qui sont recueillies grâce à ces outils, 3, c'est un usage des données recueillies à partir des outils, et 4, finalement, c'est peut-être aussi des démarches d'apprentissage, enfin d'enseignement et d'apprentissage qui permettent d'intégrer ces données. Est-ce que finalement, à un moment, en éducation physique, un des aspects importants serait pas d'apprendre aux élèves à utiliser les données tirées des outils numériques? C'est-à-dire que tous nos smartphones, nos montres, et ainsi de suite, nous permettent de recueillir des données, mais si finalement on ne sait pas quoi en faire, ça ne sert à rien. Juste un exemple d'une étude, alors qui pourrait être mise à jour, hein, mais c'est Robinson et Randall en 2016, qui montre les usages des outils numériques dans la leçon d'éducation physique. En gros, les usages, en gros, il n'y a pas d'usage, c'est jamais utilisé, à utiliser quotidiennement, et différents types d'outils numériques, ordinateur, iPad, lecteur audio, lecteur vidéo, exerguélu, pédomètre, affiche. Et finalement, qu'est-ce qui est utilisé le plus par les enseignants? C'est les lecteurs audio. Parce qu'en 2016, ça pourrait être mis à jour, mais ça interroge quand même sur le côté numérique qui envahit réellement toute la leçon d'éducation physique. Ça peut aussi peut-être être nuancé. Donc, finalement, une des premières questions aussi, c'est que quand on utilise du numérique, des outils technologiques, est-ce que finalement tous les élèves sont habitués à l'usage de ces technologies? Est-ce que finalement tous les élèves sont des digital natives? C'est Prensky qui avait lancé cette idée. Finalement, tout le monde serait capable d'utiliser des outils numériques parce qu'on est tous entourés au quotidien d'outils numériques. Mais je pense qu'il y a une différence entre utiliser des outils numériques pour aller sur des réseaux sociaux et utiliser des outils numériques à des fins d'apprentissage, à des fins d'autorégulation, à des fins de gestion de sa propre activité physique. Donc, je pense que cet aspect-là pourrait être re-questionné. Alors, par exemple, Selwyn parle finalement de mythe des digital natives. Moi, il n'y aurait pas réellement de natifs du numérique. Colin parle de pratiques numériques hétérogènes, c'est-à-dire qu'elles sont aussi liées au contexte social, c'est-à-dire que des enfants qui, à la maison, n'ont pas de tablette, n'ont pas de smartphone, ils ne sont pas natifs du numérique. Et finalement, il y a d'autres images qui sont véhiculées, par exemple, c'est en France, donc Michel Serres, qui parlait de petites poussettes, c'est finalement le profil, il parle de petites poussettes dans le sens où finalement on a des élèves qui sont habitués à utiliser plus leur pouce avec leur smartphone, et donc qui développent d'autres habiletés et d'autres façons de penser et d'agir. Donc, finalement, je pense qu'on peut remettre en question l'idée que finalement tous les élèves sont des natifs du numérique et que ça s'apprend. C'est-à-dire utiliser des outils numériques,
il va falloir envisager de l'intégrer et d'apprendre aux élèves à s'en servir si on veut que ça puisse avoir un impact. Donc, à mon sens, les propositions qui, moi, me semblent intéressantes, c'est qu'il faudrait peut-être réfléchir sur comment on intègre le numérique dans les cursus de formation des élèves, et que peut-être on pourrait déjà leur apprendre à servir d'outils, puis ensuite d'être capable de lire les données, et ensuite d'utiliser ces données pour essayer de se transformer. Mais ils ne vont pas faire les trois d'un coup. C'est-à-dire qu'il ne suffira pas de donner une tablette à un élève pour qu'il voit qu'il est mal placé au niveau segmentaire, et que s'il est mal placé au niveau segmentaire, il va falloir qu'il fasse ça pour transformer ce qu'il fait. Ça ne se passera pas comme ça. Donc peut-être que un des aspects, une des pistes, ça serait de réfléchir à cette logique d'intégration progressive du numérique dans le cursus de formation des élèves. Autre aspect, finalement, c'est que est-ce qu'il suffit de voir une vidéo de soi ou quelqu'un d'autre pour, en gros, se transformer sa motricité? Alors voilà, je donne cet exemple tout le temps à mes étudiants. C'est moi, je parle de soccer, donc moi je regarde souvent jouer Lionel Messi, mais je ne sais pas jouer comme lui. Alors ici, si tu prenais l'exemple, si je regarde jouer Carey Price, je ne vais pas savoir jouer comme lui, mais bon, peut-être pas le bon exemple en ce moment, mais voilà, c'est un exemple qui peut plus parler. Par exemple, cette problématique, cette question, elle n'est pas nouvelle. On a l'impression que le feedback vidéo, la rétroaction vidéo, c'est un truc qui est tout nouveau et que tous les chercheurs réinventent tout de suite en ce moment-là. Et en fait, ça date de longtemps. Hein. Le premier congrès spécifiquement là-dessus, c'est l'AIECEP en 1978, où déjà la thématique est portée sur les moyens audiovisuels en sport et en éducation physique. Donc c'est pas nouveau. Donc en fait, on a tout le temps l'impression que le numérique, tout est réinventé, mais il faut aussi réinterroger l'histoire et ce qui s'est fait avant et les travaux qui ont été faits antérieurement. Autre aspect, c'est qu'il est important de bien savoir de quoi on parle. C'est-à-dire, est-ce qu'on parle de feedback vidéo, de rétroaction vidéo, c'est-à-dire un retour à l'individu sur sa propre prestation via la vidéo, ou du vidéo-entraînement, donc Pierre Marek différencie bien les deux. Le vidéo-entraînement, en gros, c'est montrer une vidéo d'une habileté sportive, par exemple, pour quelqu'un à des fins d'entraînement. Mais on n'est pas sur les mêmes choses, et donc peut-être pas les mêmes usages, et peut-être pas au même moment. Donc, bien envisager ces aspects-là. Autre aspect, c'est que finalement, l'usage de la vidéo, c'est pas si simple, et l'image de soi n'est pas si simple. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va se voir que tout de suite, ah ouais, j'ai vu ça tout de suite, et je me transforme. C'est que, par exemple, avec des adolescents, l'image de soi est peut-être pas nécessairement facile à accepter. Donc, c'est aussi quelque chose qui a pensé dans l'intégration de cet outil-là. D'accord ? Dans les années 80, l'INAR et Prax, c'était que de la formation d'enseignants, mais qui parlait d'un choc, d'un impact de l'image de soi dans la formation des enseignants. Récemment, Josh Trout parle d'un choc de l'image de soi pour les élèves lorsqu'ils se voient, par exemple, avec l'application, ils travaillent avec Dartfish. Donc, du coup, cet aspect-là, cet impact émotionnel, psychologique, il est à prendre en compte. On ne met pas tout de suite facilement des élèves face à des images, des vidéos d'eux, et on ne partage pas nécessairement facilement des images des élèves avec les autres élèves dans une leçon d'éducation physique. Donc, la rétroaction vidéo peut être intéressante, parce que je ne vais pas vous dire non plus que le numérique ne sert à rien, il peut y avoir des intérêts, mais dans des conditions. C'est contextualisé, il faut savoir comment l'utiliser. Mais il ne suffit pas de dire que, parce qu'il existe la théorie des neurones miroirs, le numérique fait apprendre. Parce qu'il y a la vicariance, le numérique fait apprendre. C'est un peu plus complexe que ça, et il faut bien envisager, penser, réfléchir les conditions d'usage, les conditions concrètes, par exemple le cadrage vidéo, par exemple le moment où est délivré le feedback, par exemple le feedback vidéo seul ne suffit pas, ça sera peut-être un feedback augmenté, on va peut-être rajouter d'autres informations, comment, lesquelles, quand. Un exemple d'étude, les travaux de Potvin 2013 mais aussi 2018, ils ont reproduit l'expérimentation. Pour faire simple, apprentissage de l'ATR, appui tendu renversé, en gymnastique avec des élèves jusqu'au 6e, et recours à un feedback vidéo, mais accompagné d'un feedback interrogatif, d'un feedback prescriptif, et ensuite, l'élève reproduisait l'habileté motrice.
Donc un dispositif particulier, pas juste du feedback vidéo pour du feedback vidéo. Qu'est-ce qu'ils ont montré? Il y a une évolution de l'angle bras-tronc, donc une amélioration en termes d'habileté motrice. Et deuxième aspect, c'est que finalement, il y a une amélioration de la motivation intrinsèque et une diminution de la motivation des élèves pour s'engager dans la tâche. Donc, il peut y avoir, dans certains cas, c'est une habileté fermée, c'est un feedback vidéo avec un feedback interrogatif, un feedback prescriptif, on peut obtenir des résultats. Par contre, mais ce n'est pas systématique, mais ça fait partie des conditions potentielles qui peuvent permettre d'obtenir un résultat. Autre aspect, on le retrouvera tout le temps, donc je vous le dis dès maintenant, la motivation. La motivation, le numérique, on va tout le temps vous dire ça motive. Mais ça motive qui? Pourquoi faire? Ça motive pour utiliser la tablette, c'est marrant, on va s'amuser avec la tablette. Ou ça motive pour pratiquer la tâche, ou ça motive pour progresser, ou ça motive pour rester engagé dans les apprentissages. Donc motiver, oui, mais pourquoi? Donc par rapport à la rétroaction vidéo, par rapport à, je n'ai pas fait une revue de littérature, hein, mais c'est des très saillants sur les recherches que j'ai pu faire, mais finalement, Oliver et Hoffman ont montré par exemple que le feedback vidéo, il va être plus, on va dire, efficace s'il est délivré entre 5 et 30 secondes à l'issue de la réalisation par les individus. Alors après, la littérature sur le feedback vidéo est fournie, vous allez trouver peut-être d'autres résultats, mais en gros, ce qu'il y a à retenir, c'est que proche de la réalisation de l'action, le feedback aura un intérêt plus important. Borg, par exemple, a montré que le feedback va avoir un impact différent en fonction du type de cadrage qui est fourni et en fonction du type d'habileté qu'on va enseigner. Si on veut enseigner une habileté précise, un coup droit ou un revers, et qu'on fait une prise de vue en plan large très éloigné, ça sera plus difficile pour percevoir finement la réalisation du geste. Donc, le type de cadrage est à penser. Autre aspect, on va dire, peut-être plus gadget ou autre, c'est à voir. L'usage des drones, ça existe, il y a des études. L'usage du drone peut avoir un impact, mais ce n'est pas la vidéo filmée en drone. C'est la vidéo filmée en drone qui permet de voir l'organisation spatiale, mais avec le recours à un débat d'idées. D'ailleurs, il ne suffit pas de montrer la vidéo et après il se transforme, c'est montrer la vidéo, faire réfléchir sur le positionnement et l'organisation collective sur le terrain pour envisager des transformations de cette organisation collective. Et donc là, c'est des apprentissages, des transformations au niveau de l'organisation tactique stratégique. Et pas nécessairement au niveau, par exemple, de la réalisation motrice sur un lancer. Donc, on peut envisager que si on veut vraiment transformer l'habilité à lancer, il faudra peut-être faire une autre prise de vue et l'utiliser encore autrement. Donc, dernier point, qui à ma connaissance n'a pas été questionné, utilisé, mais qui n'est pas simple. L'intérêt des vidéos prises en première personne, donc là c'est pas en éducation physique, mais plutôt on va dire des finalités d'entraînement, c'est-à-dire une caméra portée par le sportif sur la transformation de sa motricité. Alors caméra type GoPro ou caméra type caméra lunette qui va permettre de rendre compte de l'orientation de la tête et du finement par exemple. Il existe d'autres outils vidéo, donc par exemple, je vais donner un exemple d'une chronophotographie réalisée avec des applications. Ça existe, on vous dit que c'est bien, mais à ma connaissance, il n'y a pas d'études là-dessus. Donc, quel usage et quel impact. Autre aspect, c'est tout ce qui est les logiciels d'analyse vidéo, il y en a un certain nombre, qui permettent plein de choses, mais en éducation physique, quel intérêt? Quelles études? Je prends juste un exemple, d'Artfish, pas le nommer, il y en a d'autres, mais c'est celui sur lequel on trouve un petit peu de littérature. Bon, une première étude en 2008 qui montre un intérêt motivationnel, mais motivationnel toujours pareil pourquoi. C'est pas trop dans la lecture en gros. Qui permet de comparer des critères de réalisation. Donc là, peut-être qu'il peut y avoir un intérêt dans le sens où Dartfish permet de superposer deux images et de les mettre en parallèle et de les faire jouer l'une en face de l'autre. Donc il peut permettre peut-être d'avoir une représentation de l'évolution de l'habileté motrice produite. La possibilité de créer, d'indexer des bibliothèques. Par exemple, l'élève en leçon 1, il faisait telle production, en leçon 15, il fait telle production.
On peut comparer, voir une évolution. Et du coup, est-ce que comparer, ça suffit à transformer la motricité, à être plus réflexif? Encore une fois, ça nécessite d'être accompagné. Une étude un peu plus récente, c'était Trout, sur, pareil, l'usage de Dartfish, et finalement, là, sur tablette ou sur smartphone, et modification des segments, des positionnements segmentaires, et après, quelles conditions d'usage précises, quel cadrage, quel moment de feedback, et ainsi de suite. Des fois, on a l'impression que sur certaines études, l'outil reste un peu magique. C'est pas le cas. Un autre exemple, ça reste un exemple, ça ne veut pas dire que c'est le cas à chaque fois, l'exemple d'un outil dans un contexte. C'est-à-dire que la réalité augmentée en éducation physique, ça existe. Le problème, c'est que ça reste un peu plus coûteux, il faut la produire, et c'est dans ce contexte-là. Ça ne veut pas dire que, de façon générale, la réalité augmentée permet des apprentissages à hauteur. Donc, c'est une étude qui avait été menée par Chang, donc il souligne que c'est une plus-value dans le cadre des apprentissages en éducation physique. Ils font une expérimentation avec 2 groupes d'élèves de 5e pour développer des habiletés motrices spécifiques sur la course. Il y a 2 groupes, un groupe qui a en gros un livret, des vidéos illustratives, des consignes, et le deuxième groupe avec la même chose, les mêmes conditions, mais en plus, on va dire une animation en réalité augmentée qui permet de tourner, de voir la réalisation de la foulée, mais sous différents angles. Donc là, c'est plus une image fixe, c'est une image interactive où on peut changer l'orientation, tourner et l'observer sous différents angles. Et donc, ici, les résultats qui dégagent de cette étude, c'est que finalement, il n'y a pas de différence significative sur l'acquisition des connaissances sur l'habileté, en termes de connaissances, sur comment on réalise, et ainsi de suite. Par contre, ils identifient une différence en termes de performance. C'est-à-dire que le groupe qui est en réalité augmentée, finalement, devient plus performant parce qu'il développe une meilleure compréhension, une meilleure visualisation, une meilleure image de l'habileté à réaliser parce qu'ils peuvent la réaliser sous différents angles. Ils peuvent l'observer sous différents angles. Donc, ici, ça leur permet finalement d'améliorer, d'avoir une meilleure imprégnation de l'habileté à réaliser, une meilleure imprégnation des mots. Autre exemple, c'est les outils numériques qui existent. La vidéo 360 degrés, encore une fois, c'est une illustration, ça ne veut pas dire que de façon générale, dans l'absolu, tout le temps, ça permet des apprentissages. C'est que dans l'apprentissage en escalade, accompagné d'un MOOC, donc 2 groupes qui sont constitués, un groupe qui suit l'enseignement classique, un groupe qui suit l'enseignement avec le MOOC. Concrètement, les éléments qui ressortent, il n'y a pas de différence importante en termes de performance entre les 2 groupes. Par contre, le groupe qui a suivi le MOOC développe des habiletés un peu plus conséquentes et des connaissances un peu plus conséquentes sur les aspects liés à la sécurité, l'encordement, la réalisation des nœuds, parce qu'ils peuvent visualiser, revisualiser, et dans différents angles. C'est-à-dire que c'est comme en réalité augmentée, ils peuvent choisir dans quel angle ils vont visionner l'habileté qu'ils vont devoir réaliser. Donc si je fais un nœud d'encordement ici et que je suis placé ici, ça ne se voit pas. Par contre, si je peux tourner, on peut l'observer précisément et voir qu'est-ce qui est en train de se jouer. Autre aspect, les tablettes numériques. La tablette numérique en éducation physique, ça apparaît comme étant un truc super. Les tablettes, les smartphones, on peut les utiliser. Il y a le courant Boyd, Bring Your Own Device, un niveau de propre matériel. Et donc finalement, ça reste du matériel, mais une tablette, un smartphone, il y a plein de fonctionnalités différentes. Ça peut être avec des applications variées, ça peut être pour faire du feedback vidéo, donc c'est finalement la tablette en elle-même ne permet pas des apprentissages, c'est la tablette avec certaines applications, dans certains contextes, certains usages. Donc l'étude qui avait été réalisée par Goodyear avec des élèves de 13-14 ans, un cycle de 10 leçons en basketball. Le but, ici, c'était d'acquérir des techniques spécifiques à l'activité, de développer une forme d'intelligence tactique en situation et de développer la capacité à travailler en équipe. 3 applications sont utilisées
Dartfish, EasyTag, UberSense et CoachEyes. Alors, c'est différentes applications qui permettent soit du séquençage, découper des séquences de jeu, soit des ralentis, soit des arrêts sur image, soit des annotations, par exemple des angulations ou des choses comme ça. Les résultats, finalement, c'est qu'il y a une complémentarité entre les différentes applications. Il n'y en a pas une qui permet de tout faire, mais c'est vraiment le travail avec ces trois applications qui présentent un intérêt. Et les intérêts qui ressortent, UberSense et CoachEyes pour des fonctions de retour en temps réel, slow motion et image par image, décomposer vraiment le mouvement et avoir une image précise de la réalisation du mouvement. Et Dartfish EasyTag qui permet un retour sur des statistiques, des tirs, des réussites, des échecs en attaque, en défense. Donc ces trois applications permettent de fournir ça et permettent une amélioration sur certains aspects. Maintenant, la question c'est que pourquoi on utiliserait Dartfish EasyTag pour les données recueillies, les données statistiques, alors finalement on peut le faire avec une fiche papier crayon. Donc finalement, est-ce qu'on a besoin de tout ça à chaque fois? C'est la question, parce que ça a un coût, parce qu'il faut le matériel, parce qu'il faut apprendre à s'en servir. Et encore une fois, après, si les élèves savent qu'ils ont 80% de réussite au tir ou au shoot, c'est une information. Et comment on fait pour que les élèves passent de l'information à la capacité à transformer leur propre activité? Autre aspect qui ressort, c'est, entre guillemets, la mode de ludifier la pratique physique. Ludifier, alors, ok, on a plein de choses en ce moment, on va ludifier, gamifier, il y a la tokenisation, on va gagner des tokens, des jetons, parce qu'on pratique comme ci, comme ça, donc en fait, tout est ludification. Et finalement, la vraie question, c'est, si on essaie de ludifier un jeu ou un sport collectif, en fait, est-ce qu'on n'est pas en train déjà de ludifier quelque chose qui est ludique? Puisqu'a priori, quand on joue au soccer, quand on joue au hockey, on joue. Donc du coup, comment on fait pour ludifier quelque chose qui est déjà ludique? Donc là, il faut faire attention parce qu'il y a un moment, le numérique, ça devient un outil pour plein de choses, mais il y a aussi des logiques marchandes derrière. Donc, si on revient un petit peu, finalement, si on s'intéresse au sport et au jeu, l'essence même de ces activités, si on se réfère aux travaux de Bernard Jeu, Singa, Kaiwa ou autre, c'est qu'ils restent basés sur des dimensions émotionnelles et ludiques. Donc du coup, en soi, c'est déjà des activités ludiques. Ensuite, on parle de ludification, mais est-ce qu'on ne devrait pas parler de ludicisation? C'est-à-dire ludification, c'est utiliser des mécanismes propres au jeu pour, en gros, envisager une plus-value sur une activité non ludique. Donc, parler de ludification des sports collectifs, et en fait, ludifier, ça serait rajouter des systèmes de points. On va pas ludifier quelque chose qui est déjà ludique. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler plutôt de ludicisation, c'est-à-dire appliquer certains principes, mais toujours pareil, à des contextes non ludiques? Donc, peut-être qu'on pourrait ludiciser d'autres pratiques qui ne sont pas ludiques au départ. Par exemple, la course à pied. Bon, après, tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais je vous donne juste un exemple. Hein. Ça, c'est une application qui est développée en France par un collègue qui utilise ça dans l'activité handball. C'est pas forcément très populaire ici, mais l'idée, c'est qu'il propose aux élèves de faire des compétitions, des matchs, et d'utiliser des pouvoirs. Mais des compétitions et des matchs, finalement, la rencontre, l'opposition, c'est ce qui est constitutif des sports collectifs. Donc il y a le plus-value. Deuxième chose, c'est d'utiliser des pouvoirs. Les pouvoirs, pour faire simple, c'est jouer comme telle ou telle équipe. Pour bien contextualiser, est-ce que je joue comme les sénateurs, comme les Rangers, ou comme le Canadien, même si en ce moment, c'est pas ça, mais voilà. Quel est le type de profil de jeu? Et finalement, avec des élèves de secondaire, est-ce que des élèves de secondaire ont la capacité à adopter le style de jeu d'une équipe professionnelle? Est-ce qu'eux-mêmes connaissent quel est le style de jeu? Donc du coup, quelle plus-value de ce type d'outil pour des apprentissages moteurs? Hormis le prétexte de ludifier ou gamifier l'éducation scientifique. L'exergaming, une autre pratique basée sur les outils numériques.
Alors, je donne quelques exemples, il y a plusieurs études là-dessus, il y en a de nombreuses. Mais par exemple, Pedersen, en 2016, l'idée c'est montrer l'impact de l'exergaming, donc il montre un impact sur la dépense énergétique, sur la motivation, toujours pareil, quelle motivation, et finalement, est-ce qu'il y a un impact sur les apprentissages moteurs? Donc là, du coup, ça peut commencer à être intéressant, puisque ce n'est pas que de l'impact physiologique, c'est l'impact sur les apprentissages moteurs. Pour faire simple, le contrôle classique, et sur l'apprentissage, l'amélioration de l'armée du bras, donc la vitesse d'exécution sur un jeu de tennis sur console. Au bout du compte, il n'y a pas d'amélioration significative de l'habileté motrice quand on utilise ce type de jeu. Si on va un peu plus loin, d'accord, l'étude de Soltani en 2018 met ainsi un jeu en termes d'exergaming qui favorise l'entrée dans l'activité, de l'activité, et pareil, quels apprentissages. Donc, là, ça devient un peu plus problématique sur un jeu type exergaming, simulation de l'activité natation. Là, on constate que dans le jeu, ceux qui sont le plus performants, c'est les non-nageurs, c'est-à-dire à droite. Pourquoi? Parce qu'ils ont les bras qui tournent le plus vite possible et ils n'ont pas un mouvement, d'accord, qui va chercher loin devant en natation, qui ramène derrière, une espèce de haricot. Là, on a vraiment un rôle. Donc, le jeu en question fait que les élèves, les individus vont développer une habileté motrice qui n'est pas efficace en contexte de l'activité en question. Donc, ça pose quand même un problème. C'est-à-dire que oui, ça peut permettre une dépense énergétique, mais c'est contre-productif en termes d'apprentissage d'habileté motrice. Autre point de vigilance, les modèles d'intégration du numérique. Alors, il y a plein de modèles d'intégration du numérique. Fievez en avait recensé en 2017 à peu près une vingtaine, d'accord. Mais un qui est relativement, qu'on retrouve un peu plus facilement dans le cadre de l'enseignement d'éducation physique, c'est le modèle SAMR de Pointe-et-Duras, qui a été établi en 2010. En gros, il y aurait 4 phases dans l'intégration du numérique dans une leçon d'éducation physique. Enfin, pas que en éducation physique, dans l'intégration du numérique dans l'enseignement. Une phase de substitution, en gros, ça permettrait de remplacer d'autres outils. Une phase d'augmentation, ça permettrait un peu plus. Une phase de modification, ça impacterait l'enseignement. Et enfin, une phase de redéfinition, ça permettrait de retransformer un certain nombre de choses. La limite de cette chose-là, c'est que finalement, cet outil-là, il est repris, il est entre guillemets un peu considéré comme un cadre d'analyse, et il est basé sur aucune empirie. Aucune empirie au départ, et aucune empirie, du coup, en éducation physique. Donc, Fievez le dit lui-même, en 2017, ce modèle ne dispose pas d'assises théoriques suffisantes, ni des études empiriques qui permettent une évaluation par les pairs. Guy de Roth avait dit la même chose en 2013. Donc finalement, peut-être qu'envisager l'intégration des outils numériques en éducation physique nécessiterait des études empiriques qui montrent si réellement il y a des stades comme ça, si vraiment c'est linéaire, et finalement quel est le processus d'intégration du numérique. Cette semaine, on était dans une classe, il y a une collègue, elle a reçu un très beau TMI, et la question, qu'est-ce que tu en fais? Bah, rien. Donc là, il n'y a même plus d'intégration. Donc, pour conclure, je ne sais pas du tout où j'en suis du temps, je suis désolé. Donc, l'idée finalement, c'est que le numérique, pour moi, ça reste des outils, ça reste des données, ça reste des usages contextualisés. Donc, peut-être que aussi, envisager le rôle de l'enseignant d'EPS, c'est envisager d'orchestrer des activités matériellement situées, c'est-à-dire pas que du numérique. L'enseignant de PS, il gère des tours, il gère un terrain, il gère des ballons, il gère du matériel, un groupe d'élèves, des élèves tous différents, et que finalement, le numérique, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais c'est un outil supplémentaire, et que son intégration, elle doit être vue, pour moi, que dans le sens d'une plus-value, et pas dans le sens de quelque chose qui obligatoirement est mieux. Donc ça, c'est la logique marchande, on nous vend comme étant toujours mieux. Deuxième aspect, c'est que finalement, c'est le 9 qui dit, l'idée c'est de ne pas tomber dans un optimisme technologique BA, c'est-à-dire rester critique. Est-ce que vraiment c'est utile? Dartfish, ça compile plein de statistiques, mais c'est quoi de plus qu'une fiche papier-crayon? La fiche papier-crayon, ça ne sera pas le même coût que si vous avez acheté 15 tablettes avec l'application.
Autre aspect qui me paraît important et à réfléchir, ça fait référence aux travaux d'André Tricot, envisager l'usage du numérique et tout outil à travers l'utilité, parce que finalement ça sert à quelque chose, l'utilisabilité, est-ce qu'on arrive à s'en servir, et enfin l'acceptabilité, est-ce que finalement c'est accepté par les individus qui vont s'en servir. Donc ces trois aspects-là me paraissent intéressants pour questionner les usages de ces outils. Autre aspect, c'est que il y a un manque de formation des enseignants d'éducation physique sur l'usage de ces technologies. Je prends l'exemple de la France pour un exemple que je connais bien. À ma connaissance, il n'y a pas de cours intégralement dédié à cette problématique-là. Alors, ça ne veut pas dire qu'il en faut nécessairement un, mais ne serait-ce qu'une partie de cours, je n'ai pas connaissance de beaucoup, voire d'une université qui propose ce type de contenu. Autre aspect, l'aspect motivationnel. C'est Didier Delinière qui en parle, éviter d'envisager le numérique comme une béquille motivationnelle. C'est-à-dire que finalement, le numérique, ça ne doit pas être le prétexte pour que les élèves viennent en EPS ou que les élèves fassent quelque chose en EPS. C'est-à-dire que si on les fait venir et être actifs en EPS parce qu'il y a du numérique, ben en fait, du coup, quand il n'y a plus de numérique, il n'y a plus d'activité physique. Donc il y a un moment, il ne faut pas oublier l'essence même de l'activité physique, l'essence même de certaines APSA. Faire des jeux collectifs, des sports collectifs, qui passe que par du numérique, à mon avis, on perd l'origine même de l'activité de base. Évidemment, éviter de céder aux logiques de marché, puisque de toute façon, tout le temps, et je pense qu'on est souvent contacté par des entreprises qui nous présentent des outils qui permettent monts et merveilles en éducation physique, toujours rester vigilant et critique, et finalement, est-ce que, et je finirai là-dessus, mais ça ne va pas vous aider pour la réflexion, mais est-ce que finalement apprendre avec le numérique, c'est pas un mythe? Et finalement, c'est pas moi, c'est Bilou et Roger. Est-ce que finalement, le numérique, c'est pas un désastre pour le temps d'activité motrice en éducation physique? Cet ouvrage, il est paru en France, il parle du numérique comme un désastre pour l'école. Donc finalement, est-ce que le numérique ne serait pas un désastre pour le temps d'activité motrice en éducation physique? Je vous remercie. Très intéressant. Je soulève des questions très intéressantes dans cette présentation. Je vais permettre aux gens de la salle de réagir, ou les gens à distance qui le veulent bien. Les gens à distance, s'ils veulent poser une question, Émeric est ici avec nous, on vient d'accepter de prendre vos questions et de les diffuser. Peut-être que je pourrais me permettre de prendre une question de la salle pour commencer. Pas tout le monde en même temps. Pas forcément une question, c'est aussi un commentaire. D'abord, te remercier d'être ici avec nous, mais aussi pour ta présentation hyper éclairante, en tout cas pour moi, je trouve. On a un comité qui se penche ici actuellement sur l'intégration numérique justement dans notre programme, donc je pense qu'il y a beaucoup d'éléments à récupérer dans ta présentation, dans tes travaux. Tu démystifies justement un petit peu le domaine du numérique en EPS, notamment autour de ce mythe, je pense qu'il y en a un, notamment sur le fait que si on n'introduit pas du numérique, on n'est pas dans une EPS 2.0. Il y a comme une espèce de pression sociale aussi qui nous oblige presque à l'introduire numérique, et puis pourtant on peut se poser des vraies questions, tu les poses toi-même. Ça questionne la place du numérique, effectivement, ça se questionne la place du numérique en éducation physique. J'ai quand même une question, tu finis par une note très, pas forcément pessimiste, je pense que ça peut aussi être réaliste, mais sur plutôt les effets négatifs finalement que pourrait apporter le numérique. Est-ce que tu vois quand même des effets positifs aussi au numérique, et où là clairement il y a une réelle plus-value? Je peux montrer entre autres par la rétroaction vidéo, mais pas seulement sous certaines conditions. Deuxième question dans la foulée, ton avis par rapport au logiciel LU, en sachant qu'il est vendu partout en disant c'est vraiment le Saint Graal de l'éducation physique 2.0 de nouveau, ça permet de faire bouger les élèves. Oui, mais qu'est-ce qu'ils apprennent? Et j'ai même des collègues qui l'utilisent, mais où finalement c'est instrumentaliser l'éducation physique au service d'autres disciplines scolaires plus nobles, comme les mathématiques, parce que ça permet d'apprendre à l'élève à mieux compter en bougeant, mais au final, l'apprentissage moteur ou l'apprentissage de la physique, il est totalement absent.
Donc, juste ton avis là-dessus sur l'U, et puis sur des effets plus positifs du numérique en éducation physique. En termes d'effets, moi je pense qu'il y en a moins. Mais encore une fois, c'est suivi, c'est-à-dire que c'est un tout. Par exemple, comment tu veux avoir un effet à travers l'usage du numérique si tu n'as jamais été formé à l'utiliser? Donc, d'où pour moi déjà la formation. Si tu n'es pas formé, ça prend du temps de se former seul, ça nécessite du matériel. Deuxième chose, il y a le problème du matériel, c'est-à-dire que quel matériel est existant dans les écoles? J'ai toujours ici que vous aviez du matériel dans les écoles, des tableaux interactifs qui ne sont pas présents en France, mais voilà, il y a des choses qui sont possibles. Et encore une fois, moi, je pense qu'il y a vraiment un enjeu important, c'est apprendre aux élèves à servir des données numériques. C'est-à-dire, tu récoltes des données, tu marches, tu cours, tu as des données issues d'accéléromètres, tu as plein de choses. Qu'est-ce que tu en fais quand tu es élève? Ça te fait quoi de savoir que tu as une telle distance, à telle vitesse en même temps? Si on ne t'apprend pas ça, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est un des enjeux forts. Et après, le numérique, il est sous condition. Mais encore une fois, je pense qu'il ne faut vraiment pas, je pense que l'éducation physique en général, il ne faut vraiment pas se rater sur cet aspect-là d'apprendre à utiliser les données pour soi, pour sa santé. Pour ce qui est de Plélu, si tu veux, c'est un dispositif. C'est un dispositif qui est vendu. Moi, je ne le connais pas particulièrement, je n'ai pas une grosse connaissance de beaucoup d'études sur ce dispositif. Mais si tu veux, je pense que ça permet une activité physique, des dépenses énergétiques. Mais après, pour moi, ça me pose deux questions. Quelles habiletés motrices sont apprises? Après, ça nécessite de voir quelles sont les actions qui sont mises dans le jeu. Et ensuite, comment tu perds l'essence de l'activité physique. C'est-à-dire que tu fais plus de l'activité physique à travers des APSA entre guillemets identifiés culturellement comme des jeux collectifs, des jeux traditionnels, des sports, mais tu joues à un jeu qui implique le physique. Donc, du coup, tu n'es plus dans le développement d'habiletés contextualisées dans un contexte culturel d'une activité sportive. Des pratiques sociales de référencement. Merci. Merci pour la présentation. Dans un ère où on s'en va de plus en plus vers le numérique, les élèves ont de plus en plus des téléphones cellulaires à portée de main, genre au primaire et même des fois au préscolaire, ils ont des téléphones parce que les parents ont trop peur qu'en fin d'année, quoi que ce soit. Quelle posture est-ce qu'on devrait adopter en éducation physique en regard de comment on peut essayer d'influencer les enfants à l'utilisation de cette technologie-là? Est-ce qu'il y a des stratégies qu'on devrait adopter ou une posture en tant qu'éducateur physique pour dire, ben oui, l'utilisation de la technologie a un bon point, mais il faut aussi favoriser d'autres choses. Je pense en tant qu'éducateur physique, on a plein d'autres choses qu'on peut favoriser plus que les équipes. Je voulais avoir votre avis là-dessus. Moi, enfin, c'est un avis. C'est pas un aspect, c'est pas des résultats scientifiques, mais je pense que c'est pas la peine de les confronter trop tôt aux écrans en éducation physique. Justement, c'est peut-être justement l'endroit où on peut s'en passer, quoi. Donc, tant qu'on peut s'en passer, je serais d'avis qu'on s'en passe. Mais après, à plus long terme, notamment je pense quand on va arriver au secondaire, je pense que là on a un autre rôle à jouer, un rôle d'éducation à l'usage de ces écrans-là pour réguler sa propre activité physique. Parce que vous faites, je pense, vous prenez vos temps, vous regardez sur Strava où vous en êtes, vous vous filmez quand vous êtes avec des copains en train de faire telle ou telle activité physique et sportive. Mais du coup, c'est pas parce que je me filme et que je regarde mes images que je suis capable d'interpréter ce que j'ai mis en œuvre et de transformer. Donc, je pense qu'au secondaire, il peut y avoir un travail fait là-dessus. Et je pense que c'est un enjeu. J'ai plusieurs questions, mais commence par celle-ci. Quelles sont vos suggestions pour l'enseignement d'EPS à distance lorsqu'une classe ou une école ferme? Une bonne question. J'en ai pas forcément dedans, mais c'est une remarque, mais oui, il faut arriver à trouver des façons de maintenir l'activité physique, mais moi le problème c'est de maintenir l'activité physique que coûte. C'est-à-dire qu'il y a un rapport risque-bénéfice. C'est-à-dire à partir du moment où on donne des tutoriels et on demande aux élèves de pratiquer une activité physique ou des exercices qu'ils n'ont jamais pratiqués avant, on a le risque qu'ils ne les pratiquent pas correctement et que finalement ils se fassent plus mal qu'il y a un bénéfice en termes de santé. Donc voilà, je pense que là il y a un travail à faire. Maintenant, on ne sait pas quel sera l'avenir, mais vraiment, c'est clairement le métier qui disait l'enseignement, c'est un métier interactif. Donc pour moi, il y a un moment,
en ligne, c'est difficile d'être interactif. Il y avait une question dans la même ligne. Plusieurs enseignants semblent envoyer des liens YouTube à leurs élèves ou utilisent des programmes de style d'entraînement, push-up, etc. Est-ce qu'il y aurait d'autres voies plus significatives et d'engagement moteur et d'apprentissage? Disons que je pense qu'on pourrait, l'envoi des liens, les tutoriels, les exercices à faire à la maison, ça pourrait être une voie possible. Mais pour moi, le préalable, c'est que les gens, on leur ait appris à les faire correctement, à adopter des postures sécuritaires, à être capable de pratiquer en sécurité, et ensuite on pourra utiliser ça. Et ça pourrait peut-être même envisager être un complément. Parce qu'on envisage que le contexte pandémique, mais on pourrait aussi envisager, je ne sais pas comment il fonctionne l'EPS ici, mais en France, il n'y a pas de l'EPS tous les jours. On pourrait très bien envisager que les enseignants envoient un programme complémentaire aux élèves les jours où il n'y a pas d'éducation physique. Mais en préalable, il faudrait avoir appris les postures, les consignes sécuritaires pour que les élèves puissent pratiquer de façon autonome. Je dirais, ton avis, la dernière partie de ton commentaire, c'est-à-dire qu'en principe, les devoirs qu'on donne à la maison devraient toujours être sur du contenu. Tu ne vas jamais donner un devoir qui est, dans le fond, un élément de découverte. Le devoir sert à automatiser un certain nombre d'habiletés et d'approfondir des éléments qui ont été vus en classe. Moi, j'ai réagi assez fort à un moment donné parce qu'on fait des travaux, on a fait des travaux durant la pandémie sur les pratiques des enseignants d'éducation physique et à un moment donné, on a découvert que les enseignants envoyaient aux jeunes des choses qui ne leur étaient pas connues. Et là, je trouve que ça engage la responsabilité de l'enseignant. Sur le plan éthique, à mon avis, il y a des enjeux. Je suis tout à fait d'accord. Pour moi, c'est plus dangereux qu'autre chose. C'est-à-dire que quand on développe des mauvaises postures, c'est des choses qui, pour moi, et ensuite, ça donne, entre guillemets, des images. Finalement, l'éducation physique, il y a des rôles de l'enseignant. On peut se passer du temps. Je vais sur YouTube, je prends des tutoriels, je me fais mon programme. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord. Pour moi, voilà, c'est compliqué, on n'avait jamais vécu, on n'avait jamais anticipé, mais peut-être que voilà, ça peut être à réfléchir. Et là, comme ça, sans avoir trop réfléchi, je le verrai comme ça, c'est-à-dire que peut-être travailler certaines choses, et entre guillemets, dans la logique de continuité de devoir, proposer des choses complémentaires que les élèves peuvent faire de façon autonome, mais ça a été vu avant, ça a été, on va dire, cadré en termes de sécurité, de posture, des choses comme ça. Merci de la présentation. J'avais une question pour toi, peut-être pour connaître un peu ton expérience de ce qui se passe dans d'autres pays. Ici, il y a quand même une pression qui est forte d'un point de vue gouvernemental. Il y a quand même des politiques publiques, je pense entre autres le plan d'intégration du numérique, qui donne une influence, en fait, qui amène cette influence-là au niveau de l'EPS. On ne veut pas d'intégrer le numérique comme les autres disciplines scolaires. Et je me demandais un peu ton expérience dans les autres pays, ça ressemble à quoi cette influence des politiques publiques? Est-ce qu'elles sont présentes? Est-ce qu'elles ont un impact fort sur l'EPS qui se passe dans les autres pays ou justement c'est moins intégré le numérique parce qu'il y a peut-être moins cette influence? Alors, on peut faire ça aux États-Unis, je ne connais pas trop l'orientation sur cet aspect-là, mais en France, dans le référentiel de compétences professionnelles, il y a une compétence qui est intégrée le numérique dans son enseignement. Il y a 3-4 ans, c'était une thématique très très en vogue et qui était dans les thématiques des concours de recrutement des enseignants, le numérique, intérêt et limite. Maintenant, entre, on va dire, les orientations ministérielles et la transformation des pratiques, il n'y a pas eu un impact énorme. C'est-à-dire que déjà, toujours, entre la prescription et ce qui se fait sur le terrain, il manquait quelque chose, c'est la formation. Et donc déjà, pas de formation, difficile de transformer les pratiques. Mais c'est présent, c'est affiché en France, voilà. Mais ça reste dans le référentiel de compétences globales. Et on n'est pas comme ici, vous avez un référentiel de la compétence numérique. Donc il y a encore autre chose.
Donc, je pense qu'il y a un aspect numérique un peu plus fort dans les orientations ici. Tandis qu'en France, voilà, ça fait partie des compétences professionnelles, mais ce n'est pas un référentiel à part entière. Une dernière question. J'aurais une dernière question. Les nouvelles technologies peuvent-elles être un handicap envers le développement des habiletés obtenues grâce aux méthodes traditionnelles? Au développement de... En fait, je veux juste répéter, les nouvelles technologies peuvent-elles être un handicap envers le développement des habiletés obtenues grâce aux méthodes traditionnelles? Le cas de l'exergaming, où il tourne les bras très vite, il développe une mauvaise habileté, alors que le nageur, qui a une bonne habileté, lui, il est moins performant dans le jeu. Donc, comme je suis en train de jouer à un jeu, je développe une habileté qui ne correspond pas à l'habileté réelle à développer in situ. Donc, c'est handicapant la vie. Et puis après, pour moi, tout simplement, le premier handicap, c'est que si les élèves passent plus de temps à regarder la tablette qu'à pratiquer, systématiquement, il y a moins de répétitions, donc en termes d'apprentissage, c'est compliqué. Alors, merci beaucoup. Merci.